François Ier, prince humaniste, a été le plus grand souverain français de la Renaissance. Mécène généreux et bâtisseur, il a voulu créer la cour la plus brillante d'Europe. C'est dans ce but qu'il a invité Léonard de Vinci dans la vallée de la Loire. Le Toscan est un peintre, un architecte et un ingénieur réputé génial. Les deux hommes vont être liés par une profonde amitié. Ensemble, ils vont vouloir redessiner la France. C'est leur histoire que je vais vous raconter dans un récit en 2 parties. Je suis Virginie Giraud, bienvenue au cœur de l'histoire, un podcast Europe 1 Studio. François Ier et Léonard de Vinci, pour l'amour de l'art. Épisode 1, Innamoratissimo. Nous sommes au château du Clos Lucet le 2 mai 1519. À cette époque-là, on appelle ce bel édifice de la vallée de la Loire à l'allure gothique le manoir du Clou. C'est là que vivent Léonard de Vinci et ses disciples depuis 3 ans. En ce jour de printemps, le vieux maître italien est à l'agonie. Allongé dans un lit à baldaquin rouge garni de lourds rideaux de brocart, il vient de recevoir les derniers sacrements et remet son âme à Dieu. Tous ses proches sont autour de lui. Soudain, le roi de France pénètre dans la pièce et s'assoit au bord du lit. Il est dévasté par l'agonie du vieil artiste qu'il considère comme son père spirituel. Le roi porte un pourpoint rose aux manches crevées qui laisse apercevoir une chemise blanche. Un lourd manteau de fourrure brune couvre ses épaules. Son épée à pommeau doré est enfoncée dans son fourreau incarnat. François Ier soulève le vieux maître entre ses bras comme un enfant fragile. C'est là, entre les bras de ce fils spirituel, que Vinci exhale son dernier soupir. Sa tête tombe en arrière, ses bras ballants glissent au bord du lit, sa chemise blanche tombe de son épaule, découvrant une chair fanée où l'on devine déjà les premiers reflets verts de la putréfaction. Cette scène que je viens de vous décrire est poignante. Mais elle est fausse. Elle n'a jamais eu lieu. Cette vision de la mort de Léonard de Vinci est celle du peintre du XIXe siècle Jean-Auguste Dominique Ingres. Elle est basée sur la biographie du maître, écrite plus de 30 ans après sa mort par son condisciple Vasari. Si cette scène a été romancée dès le XVIe siècle, il en fallait bien plus pour que la relation entre François Ier et Léonard de Vinci devienne de la grande peinture d'histoire. François Ier et Léonard de Vinci se vouent une admiration et un respect mutuels. Mais avant d'en arriver là, il faut que je vous présente les 2 protagonistes de cette histoire. Politesse oblige, je donne la préséance au plus âgé des 2. Léonard de Vinci naît en Toscane, près de Florence, en 1452. Son père est notaire et surtout, il n'est pas marié avec sa mère, qui pourrait être une esclave orientale. Léonard est un enfant bâtard. C'est une véritable honte à cette époque. Néanmoins, le père assume les conséquences de ses actes et pourvoit à l'éducation de son fils naturel. Vers l'âge de 13 ou 14 ans, le jeune Léonard entre au service du peintre Verrocchio dans son atelier. L'artiste qui a mis son talent au service de la puissante famille de Médicis saisit rapidement le potentiel du jeune Léonard. L'adolescent doit étudier le dessin. Il a un don. Léonard se forme donc aux arts auprès de ce polymathe, cet homme qui maîtrise plusieurs domaines et en devient lui-même. Il passe maître en peinture, en ingénierie et en architecture. En grandissant, Léonard devient un homme d'une grande beauté, plein d'humour et notoirement homosexuel. Vers 1482, alors qu'il a une trentaine d'années, Vinci se place sous la protection de la riche famille des Sforza, maîtresse du duché de Milan. À l'époque, les artistes doivent travailler pour des mécènes qui leur passent bien souvent des commandes précises. La frontière entre l'artisanat et l'artiste est encore poreuse. C'est donc près de 1000 ans que Vinci peint une de ses œuvres majeures, une des peintures les plus connues au monde, la Scène, le dernier repas du Christ, qui orne le réfectoire du couvent de Santa Maria delle Grazie. C'est un miracle si Vinci a fini cet énorme format de 8 mètres sur 4. Il est connu pour commencer 1000 projets et n'en finir aucun. Ce qu'il aime le plus au monde, c'est noircir ses codex, ses carnets de notes personnels, de dessins, de machines fantastiques, de croquis d'anatomie, de réflexions variées. Et comme il est gaucher et qu'il refuse d'être contrarié, il écrit souvent à l'envers. Voilà pourquoi on a longtemps cru que ces carnets étaient codés et que les historiens utilisent un miroir pour lire ses notes à l'endroit. Refusant de travailler docilement et de rendre ses commandes en temps et en heure, Vinci se fâche avec ses mécènes.
Il erre à travers l'Italie pour en trouver d'autres alors que la région est en proie à une crise politique. Le roi de France Louis XII, qui a vu la scène à Milan, raffole de lui, mais l'Italien refuse de venir à la cour de France. Le souverain lui achète malgré tout la Vierge au rocher et un portrait de femme dit la belle ferronnière. Ça explique pourquoi ces deux tableaux se trouvent aujourd'hui au Louvre. Malgré son talent, les finances de Vinci vont mal. Il vieillit et il est maintenant supplanté par des artistes plus jeunes, au sens politique plus développé. Et surtout, soyons honnêtes, Michel-Ange et Raphaël, eux, ils livrent les commandes qu'on leur passe. À partir de 1506, Vinci revient à Milan. C'est là que, dans quelques années, il fera la rencontre décisive de François Ier. C'est maintenant le roi de France que je vais vous présenter. En 1506, quand Vinci revient à Milan, François Ier n'est pas encore roi, mais il en rêve parce que sa mère, Louise de Savoie, sait qu'il le deviendra un jour. Louise de Savoie. Quelle femme! Sa devise, « Libris et liberis », pour mes livres et pour mes enfants. Elle a l'une des plus belles collections de livres du pays et elle consacre tout son temps à l'éducation de ses deux enfants, Marguerite d'Angoulême, dont je vous ai déjà parlé au cœur de l'histoire, et son petit François, son petit César, car elle le sait au fond d'elle. Il sera promis à un grand destin. Comme Louis XII n'a pas de fils, il marie sa fille aînée Claude de France au jeune François en 1514. Ça fait de lui son héritier. L'année suivante, il meurt et François Ier lui succède. Évidemment, maman Louise est ravie, on le serait à moins. En 1515, François Ier a 21 ans. Il se rêve en prince humaniste, en mécène des arts. Poussé par sa mère, il veut créer la cour la plus brillante d'Europe. Et pour un roi de France, ambition rime avec expansion. La première chose que veut François Ier après son couronnement, c'est le duché de Milan. Et là, vous vous dites, mais en quel honneur? Pourquoi le duché de Milan? Eh bien parce qu'il estime que le duché de Milan, c'est chez lui. Son arrière-grand-mère, Valentine Visconti, lui ouvre des droits à la succession de ce duché. En outre, ça fait 20 ans que les Français veulent ce territoire. Charles VIII a échoué à le conquérir, mais lui, François Ier, il réussira. C'est donc dans ce contexte qu'a lieu la célèbre bataille de Marignan en 1515. Marignan, 1515, on connaît tous cette date, mais on ne sait pas toujours expliquer ce qu'il s'est passé. Déjà, pourquoi on connaît cette date ? C'est à cause du grand roman national popularisé par l'apprentissage de l'histoire à l'école à partir de la Troisième République. C'est le Petit Lavis, tout ça. Donc, la bataille de Marignan, c'est la victoire des Français contre le duché de Milan et les mercenaires suisses qui combattaient à ses côtés. Voilà ce qu'il s'est passé à Marignan en 1515. Pour la 5e guerre d'Italie, François Ier a réuni la fine fleur des chevaliers du royaume, La Trémoille, Bayard et bien d'autres. Imaginez ce que ça représente. 30 000 fantassins et 2500 chevaliers. Ces hommes franchissent les Alpes et tentent d'abord une approche diplomatique. Comme elle échoue, François Ier avance et installe son camp à Marignan, en Lombardie. En face d'eux, il y a les troupes milanaises secondées par leurs alliés suisses. On compte entre 25 000 et 30 000 hommes. L'affrontement a lieu le 13 septembre. Les premières lignes françaises sont d'abord enfoncées. François Ier pousse à la riposte. Il combat lui-même avec sa cavalerie. Bientôt, dans la plaine, les hommes passent au corps à corps. Les pertes sont sévères pour les Français, mais dramatiques pour les Milanais. Les combats ne cessent que tard dans la nuit, faute de lumière. Malgré l'épuisement des troupes et les milliers de cadavres qui jonchent la plaine, ils reprennent tôt dans la matinée. Un renfort vénitien arrive pour soutenir l'armée française. Avant midi, les Suisses battent en retraite. La victoire française est éclatante. Grâce à elle, le jeune souverain français gardera le contrôle de la Lombardie pendant 10 ans. Il a gagné ses galons de roi de guerre. Mais ce n'est pas tout. Cette épopée guerrière a ouvert la France aux merveilles artistiques et intellectuelles du Quattrocento italien. Cette conquête impulse la Renaissance en France. Quelques semaines plus tard, François Ier rencontre le pape Léon X à Bologne. C'est l'occasion d'une fête fastueuse. Des cadeaux sont offerts au peuple et de son côté,
le roi de France se livre à un miracle que seuls les rois de France savent faire par la grâce de Dieu, guérir les écrouelles par la position des mains. On appelle ça le pouvoir thaumaturgique des rois. Parmi les Italiens proches du pape, un homme observe le souverain français. Il aime son allure de beau géant. François Ier fait presque 2 mètres, il domine tout le monde d'1 ou 2 têtes. Et puis, il est charismatique, plein de fougue et d'aplomb. Cet homme à barbe blanche qui observe avec tant d'attention le nouveau maître du duché de Milan, c'est Léonard de Vinci. Les 2 hommes s'apprécient immédiatement. François Ier est jeune, il a une passion inextinguible pour l'art, il est fasciné par le sage Polymath, au point qu'on le dit « innamoratissimo », très amoureux. Amour intellectuel, bien sûr. Vinci a passé les 60 ans, pour lui l'artiste devient un peu le père spirituel qui lui a tant manqué, car le vrai père du roi, Charles d'Angoulême, est mort quand il était tout petit. Vinci accompagne le roi en voyage à travers le duché de Milan. Lorsque François Ier voit la scène, c'est un éblouissement. Toute la splendeur de cette œuvre provient de la mise en perspective de cette salle dans laquelle Jésus prend son dernier repas avec les 12 apôtres. Ce jeu de perspective fait converger les lignes fuyantes de la salle vers l'image du Christ, assis à table, au milieu. Il semble isolé et pensif, comme absent à ses apôtres. Et vous avez remarqué, ni les apôtres ni le Christ n'ont d'auréole. Ça leur donne une dimension plus humaine que religieuse. Le travail sur l'expression des visages des personnages est particulièrement réaliste. Vinci révolutionne ainsi la représentation du genre religieux. Cette œuvre, François Ier la veut. Elle doit être transportée en France. Le roi demande à Vinci de trouver une solution pour la déposer, mais toutes les tentatives échouent. La scène est peinte à la détrempe. Les pigments sont liés dans une colle soluble appliquée sur l'enduit du mur. La fresque et le mur sont mêlés, indissociables. François Ier est très peiné et doute de la bonne volonté de Léonard de Vinci. Ça lui paraît un peu étonnant qu'un génie comme lui ne trouve aucune solution pour récupérer son œuvre. Tant pis, s'il ne peut pas avoir l'œuvre, il aura l'artiste. Le roi invite donc Léonard de Vinci en France. Cette fois, le polymathe ne peut pas refuser. Maintenant, il est vieux, la génération montante ne lui laisse aucune place, il est fatigué de travailler à la commande et il sait que François Ier le laissera tranquille. Beaucoup d'argent, une belle demeure, du temps libre, voilà la perspective d'une belle fin de vie. En 1516, alors que l'hiver couvre encore de son blanc manteau les Alpes, Léonard de Vinci déménage. Il emporte avec lui des charrettes dans lesquelles il a mis ses affaires, celles qu'il ne veut pas quitter. Dans ces malles, il y a 3 tableaux inachevés, la Sainte-Anne, le Saint-Jean-Baptiste et la Joconde. Pour découvrir comment François Ier et Léonard de Vinci vont imaginer une nouvelle France, venez écouter la suite de ce récit sur l'appli Europe 1 ou votre plateforme d'écoute préférée. À très vite! Dans la première partie de ce récit consacré à François Ier et à Léonard de Vinci, le jeune souverain et l'artiste se sont rencontrés à Bologne après la victoire française à Marignan en 1515. Le roi propose au polymathe de le suivre en France pour faire rayonner sa cour par son génie. Vinci accepte. Au début de l'année 1516, il entreprend son voyage vers la vallée de la Loire. C'est la suite de leur amitié et leur grand projet que je vais vous raconter. Je suis Virginie Giraud, bienvenue au cœur de l'histoire, un podcast Europe 1 Studio. François Ier et Léonard de Vinci, pour l'amour de l'art. Épisode 2, un nouveau père. Arrivé dans le royaume de France, Léonard de Vinci est installé au château du Clos-Lucé, qui est alors considéré comme un manoir fréquenté par la cour en quête de moments de détente. Au début de la Renaissance, en France, la cour n'est pas encore sédentarisée. Elle peut compter jusqu'à 10 000 personnes et se déplace de château en château et s'émet sur le domaine royal. Lorsqu'ils ne servent pas, les châteaux sont vides. Les meubles se déplacent avec la cour. On déménage des lits, de quoi dresser des banquets, des malles pleines de linge, de la vaisselle. La vie de château est encore loin de ce qu'elle sera à Versailles. Le Val-de-Loire compte de nombreux châteaux royaux et d'autres châteaux appartenant à des membres de la haute aristocratie.
Ils sont majoritairement construits entre le XVe et le XVIe siècle. L'époque de François Ier constitue l'apogée architecturale de la région. Quand il s'y trouve, le roi réside souvent à Amboise. Ce superbe château construit sur les hauteurs de la ville domine le paysage. Mais surtout, il n'est pas loin du Clos Lucé. On peut se rendre de l'un à l'autre à pied, à peine 1 kilomètre les sépare. Et cette distance, le roi et Léonard de Vinci aiment la parcourir à pied. En vieillissant, le vieux maître florentin n'aime plus rester enfermé dans son atelier. Il aime marcher, observer la nature, faire le chemin à pied entre les deux châteaux le réjouit. Parfois, accompagné du roi, il fait même un brin de causette avec un indigent au bord de la route. D'autres fois, le souverain et l'artiste empruntent un souterrain qui relie leurs deux demeures. Une partie de ce passage secret existe encore aujourd'hui. Tout cela semble aussi charmant que baroque au jeune roi de France qui n'aime que la guerre, la fête et les femmes. Mais comme il est intelligent et curieux, il sait que Vinci a beaucoup de choses à lui apprendre. Il voit en lui un nouveau père. D'ailleurs, il l'appelle Padré. En fait, il voit en lui plus qu'un père. Il envisage un mentor, comme Aristote l'a été pour Alexandre le Grand, qu'il admire et qu'il rêve d'égaler. L'Italien est flatté et accepte ce rôle valorisant. Il lui transmet sa culture, raffine son esprit et l'aide à se concevoir comme un empereur. D'ailleurs, Léonard préfère ces moments d'échange fertiles à la peinture. Il n'a jamais beaucoup peint, on lui connaît une 30aine de tableaux seulement. Et puis là, il est incapable d'en commencer un nouveau. S'il prend les pinceaux ou se met à guider la main d'un de ses disciples pour compenser la faiblesse de la sienne, il corrige sans cesse 3 huiles sur bois commencées il y a plusieurs années, sa Sainte-Anne, son Saint-Jean-Baptiste et sa Joconde. Le premier tableau représente le moment où la Vierge, avec la complicité de sa mère Anne, accepte de laisser son enfant marcher vers sa destinée. Le regard de la Vierge est celui plein de tendresse d'une mère aimante. Le Saint Jean-Baptiste représente le personnage biblique, le torse nu, l'index levé vers le ciel. Le modèle aux cheveux longs, bouclés, est d'ailleurs l'un des anciens amants du maître, une canaille réputée pour son charme irrésistible. Le dernier tableau, la Joconde, n'a rien de bien mystérieux. Il s'agit d'un portrait de Lisa Gherardini, épouse d'un riche négociant en soie nommé Francesco del Giocondo. Le Jocon, la Joconde, tout simplement, une commande jamais honorée. Mais François Ier ne veut pas une nouvelle peinture. Il se contentera d'acheter ces 3 tableaux à grand prix, ce qui explique aujourd'hui leur présence au Louvre. En 1517, François rêve de donner à son royaume un palais gigantesque dans la tradition des palais italiens. C'est l'architecte et l'ingénieur en Vinci dont le roi a besoin. Le projet est simple. Il souhaite créer une nouvelle capitale avec un palais au centre de son royaume, comme le nombril est au centre du corps. Les routes et les canaux convergeraient vers ce point. Le lieu idoine, François Ier l'a déjà. Il s'agit de Romorantin, au cœur du Val-de-Loire. La reine-mère, Louise de Savoie, y a déjà un château et François y a passé une partie de son enfance. Il a un lien affectif avec ce lieu. Léonard écoute le roi. Ensuite, il prend un de ses carnets, un codex, celui qui porte aujourd'hui le nom de Codex Arundel, et il commence à dessiner dans l'esprit italien un palais entouré de sa ville avec des grandes arcades. Tout est géométrique, parfaitement réfléchi. La cité fera 400 mètres de côté et elle se reflètera dans les eaux de la Sauldre, la rivière qui la baigne. Mais pour favoriser la navigation, il faut maîtriser les cours des flots et détourner la Loire pour grossir la Sauldre. Alors Vinci dessine de nouveaux plans, des projets de systèmes hydrauliques pour dévier les rivières et des ponts pivotant sur leurs piles. Le palais de Romorantin sera au centre de 4 canaux qui rallieront l'Atlantique, la Manche, le Rhin et la Méditerranée comme le centre des points cardinaux. Et puis, tant qu'on y est, on pourrait imaginer un canal qui relierait l'Atlantique à la Méditerranée. Ce serait bien pratique pour le commerce et les déplacements. Voilà Vinci à 2 doigts d'imaginer le canal du Midi qui ne sera creusé qu'1 siècle et demi plus tard. Mais ce projet mégalomaniaque n'ira pas très loin. Les premiers ouvriers envoyés dans les marais autour de Romorantin pour fabriquer ces canaux meurent tous de mystérieuses maladies. François Ier préfère mettre fin à son rêve, et de son côté, Léonard de Vinci passe vite à autre chose.
Pour la gloire de son mécène, il devient le metteur en scène de fêtes extraordinaires. Imaginez le show le plus grandiose et novateur dont vous ayez jamais entendu parler. Eh bien, c'est ce qu'invente Léonard de Vinci pour son époque. Il imagine une mise en scène qui célèbre la victoire de Marignan. Dans un décor munificent, 10 000 soldats rejouent la bataille au milieu d'effets pyrotechniques. C'est si réaliste que des invités à la fête croient à une véritable bataille. Certains tentent même de fuir au point de faire des blessés dans la foule. Toutes les fêtes de Léonard de Vinci ne sont pas de ce genre. Dans une autre mise en scène plus poétique, l'Italien recompose la voûte céleste avec des milliers de chandelles et des jeunes filles. On disait alors voir la nuit dans la nuit. Une autre fois encore, Vinci étonne le roi et ses invités avec un automate. Imaginez ce que ça représente. Un automate à la Renaissance fait le même effet aux gens de cette époque qu'un robot humanoïde réaliste doué de paroles pour nous. Vinci lance un lion en direction du souverain, un lion en bois actionné par des rouages dont les pattes avancent seules, une par une, dans une démarche saccadée. Arrivé devant le souverain, le lion s'arrête, se pose sur ses pattes arrière et un compartiment s'ouvre dans son ventre, duquel tombe un bouquet de fleurs, des lys, symbole royal. Le roi est enchanté et la cour est conquise. Ainsi passent 3 années dans la douceur du Val-de-Loire. Mais le Florentin se fait vieux, son corps lui rappelle le poids des ans. Ce qui pourrait bien être un AVC le prive de l'usage de sa main droite. L'artiste a maintenant 67 ans, il est temps de regarder la mort dans les yeux. Pour se préparer à mourir, il établit son testament. Par amitié, le roi lui accorde une lettre de naturalité. C'est une façon de le reconnaître officiellement comme l'un de ses sujets et non comme un étranger. Parce qu'à cette époque, le roi bénéficie d'un droit d'aubaine. Il peut littéralement s'arroger tous les biens d'un étranger mort dans son royaume. Grâce à cette faveur royale, Léonard de Vinci partage ses biens entre les membres de sa famille. Reconnaissant de ses bons soins, il lègue une belle fourrure noire à sa servante Mathurine. Et enfin, Francesco Melzi, son disciple favori, hérite des livres, du matériel scientifique, des dessins et des peintures. Épuisé, le corps déjà aux prises avec la faucheuse, Vinci s'allonge dans son lit pour ne plus s'enlever. Il agonise quelques jours et meurt le 2 mai 1519 dans le manoir du Clos Lucé après avoir reçu l'extrême onction et avoir remis son âme à Dieu. Contrairement à la légende forgée par Vasari, un artiste italien un peu plus jeune que Vinci, Léonard ne meurt pas dans les bras de son souverain comme le fils recueille pieusement le dernier souffle de son père. Et pour cause, François Ier se trouve dans son château de Saint-Germain-en-Laye où l'on organise le baptême de son fils Henri, le futur Henri II qui vient de naître. En bon metteur en scène, Léonard de Vinci a laissé des directives pour ses funérailles. Elles sont grandioses, dignes d'un aristocrate. Comme il l'a souhaité, 60 mendiants portent des cierges en procession derrière son cercueil que l'on amène dans la collégiale Saint-Florentin du château d'Amboise. Conformément à sa volonté, les indigents ont été rémunérés pour leur office. À en croire les documents officiels, François Ier n'était pas présent aux funérailles. Il ne se serait pas déplacé à Amboise avant le mois de juillet 1519. Si le père spirituel est mort, son sens de l'architecture continue à vivre dans l'esprit de son fils. Inspiré par les plans prévus pour Romorantin, François Ier lance le chantier d'un des plus fantastiques châteaux français, le château de Chambord. Il s'agit d'un édifice aux proportions idéales, conçu autour d'une croix inscrite dans un carré au coin duquel se trouvent des tours. Les ailes et les enceintes encadrent ce corps central parfait. Et au cœur de cet édifice tout entier à la gloire de François Ier, il y a une pièce architecturale imaginée par Léonard de Vinci, un escalier à double révolution. 2 hélices s'enroulent dans une cage d'escalier octogonale. Le centre de l'escalier est aveugle, les ouvertures se situent vers l'extérieur. Ainsi, tout en empruntant l'escalier, il est impossible de voir qui chemine sur l'autre volet de marche. Ce joyau de la Renaissance est un peu l'héritage symbolique laissé par le polymathe à son souverain humaniste qui poursuivra toute sa vie son œuvre de mécène. On lui doit la splendeur de la galerie de Fontainebleau, la plus riche collection de copies en bronze de statues antiques et la plus imposante bibliothèque royale du XVIe siècle.
Sans l'invitation de François Ier, la France ne posséderait pas dans ses musées une partie de l'œuvre du maître italien. Elle ne posséderait pas non plus ses codex, ses carnets personnels qui nous en disent si long sur l'élaboration de sa pensée et l'étendue de son génie. L'amitié de François Ier et de Léonard de Vinci continue aujourd'hui encore à faire rayonner notre pays comme le souverain l'avait souhaité. Et qui est la star du Louvre, le musée le plus visité du monde ? C'est la Joconde, bien sûr. Vous avez aimé ce récit ? Ça tombe bien, je vous en propose à nouveau tous les jours sur l'appli d'Europe 1 ou sur votre plateforme de podcast préférée, alors n'oubliez pas de vous abonner. Et avec moi, il y a une petite équipe d'amis, à la production Camille Bichler, à la réalisation Christophe Davio, à la direction artistique Julien Tarot, à la composition des musiques originales Julien Tarot et Sébastien Guidis, à la communication et à la diffusion Kelly Decroix et Nathan Laporte. Et moi, la plume et la voix d'Au cœur de l'histoire, je vous retrouve tous les jours de la semaine sur l'appli d'Europe 1 et en podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Et bien sûr, on se retrouve sur les ondes d'Europe 1 le samedi et le dimanche à 15h. À très vite.